Donc, je suis Joanne Saint-Charles, je suis la directrice de l'Institut Santé et Société. En arrière-plan, qu'on n'entend pas aujourd'hui, Kate Bouchard, qui est la coordonnatrice de l'Institut, et tiens, je viens de voir apparaître à l'écran une ancienne directrice de l'Institut. Bonjour Mireille. Donc, Kate, grâce à qui tous ces événements peuvent avoir lieu et grâce à qui ça fonctionne magnifiquement bien. Elle est là derrière et elle s'occupe elle aussi de ses enfants à la maison, comme plusieurs d'entre vous. Je pense que c'est un moment particulier pour ça. Quand on a, quand on a eu l'idée d'avoir un webinaire sur les systèmes de santé au Québec, qui évidemment pour un institut de santé est tout à fait des questions pertinentes, mais c'était beaucoup parce que depuis le début de la pandémie, comme vous le savez, on nous dit qu'il faut sauver le système de santé. Et là, à un moment, on se dit, mais pourquoi ce n'est pas le système de santé qui doit nous sauver? Pourquoi on nous parle de ça autant et d'où ça sort? Et on sait aussi qu'il y a plusieurs réflexions, commentaires sur comment le système de santé pourrait être mieux organisé, mieux rendre. Et c'est ce qui nous a donné l'idée d'organiser ce webinaire. On a contacté des panélistes qui ont généreusement accepté de participer et on espère, en fait, on est en train, mais je ne vous annonce rien parce qu'il n'y a rien de confirmé, mais on espère pouvoir avoir une autre prestation sur les systèmes de santé avec d'autres personnes aussi qui viendraient nous parler de ce fonctionnement. Certainement, quand on a planifié, on ne s'attendait pas à faire ça le jour où le directeur de la santé publique donnait sa démission, non plus qu'à un moment beaucoup plus malheureux où les hôpitaux commencent à être plus que commencent, en fait, sont débordés par la COVID, ce qui n'est évidemment pas une situation joyeuse. Mais ça reste que la situation dans nos hôpitaux aujourd'hui est la situation qui s'appuie sur ce qui existait avant que la pandémie s'en mêle. Donc, on va se questionner sur certains éléments. Et on a trois panélistes avec nous qui vont nous parler de la manière dont la société, finalement, notre société est le reflet de ces grandes institutions et comment l'histoire du système de santé québécois est aussi un reflet de notre société, le rôle de la santé publique et comment la santé publique peut contribuer à changer la culture qu'on a à l'égard de la santé et des déterminants sociaux de la santé, notamment sociaux et environnementaux, et aussi de la question de la gouvernance citoyenne et avec un exemple, l'exemple des coopératives d'infirmières praticiennes pour un exemple de nouvelles pratiques en santé ou dans le système de soins, en fait, plus précisément. Chacun, donc nos panélistes, je vous les présente et vous me pardonnerez le fait de lire un petit texte pour éviter de ne pas leur donner une biographie qui ne leur revient pas. Alors, André-Pierre Contandrio-Poulos, qui est professeur émérite au département de gestion, d'évaluation et de politique de santé de l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Il a assumé à l'Université de Montréal de nombreuses tâches administratives, dont le directeur du département d'administration de la santé, programme de doctorat en santé publique. Il a aussi été membre de plusieurs groupes de travail gouvernementaux, dont le groupe de travail sur le financement du système de soins pour la Commission Rochon, le Forum national sur la santé, et j'en ai d'autres dans ma liste. Il est aussi membre de la Société royale du Canada depuis 1995 et 96, pardon, et de l'Académie canadienne des sciences de la santé depuis 2006. Alors, merci beaucoup de vous être joint à nous, d'avoir accepté de participer à ce panel. Je crois que je vais réserver la présentation de nos deux autres panélistes à leur tour quand ce sera leur tour. Mais auparavant, je vais vous faire un petit 2 minutes topo. Voici comment on va fonctionner aujourd'hui. Nos trois panélistes vont nous parler brièvement chacun de chacun la thématique qu'ils ont choisi d'aborder pendant 10 à 15 minutes, plus ou moins, très rapidement. Et ensuite, je vais les inviter à se poser quelques questions mutuellement
que leurs présentations respectives auront souligné. Et ensuite, bien, la parole va être à vous, aux personnes qui sont présentes ici. Au moment où on sera à la discussion, je vous inviterai à ouvrir vos caméras parce que c'est plus sympathique de discuter quand on se voit. Il y a beaucoup de monde. Je vais vous demander donc de lever la main pour prendre la parole. Levez la main numériquement, s'il vous plaît, parce que observer autant de petits carrés en même temps sur l'écran est trop dur pour ma santé mentale. Donc, si vous pouviez utiliser la fonction de Zoom de lever la main quand vous voudrez prendre la parole au moment où ce sera le temps de vos prises de parole. Et je vois parmi vous plein de personnes qui ont certainement des choses fort intéressantes à dire. Et je vous demanderai de ce fait, probablement entre autres, de tenter d'avoir des interventions qui soient relativement courtes. Vos opinions sont les bienvenues. Il ne s'agit pas de juste poser les questions, mais d'essayer de les encapsuler un petit peu dans quelques arguments et bien sûr de poser des questions aux panélistes. Je crois que ça fait un petit peu le tour de ce que je voulais vous dire. Oui, je crois bien. Et donc, je vous reviendrai pour vous présenter nos autres panélistes, mais je vais d'abord donner la parole à André Pierre, qui est le premier qui va nous parler de nos systèmes de santé. Alors... Bon. Bonjour, je mets en route mon chronomètre. Bon, ok. Ok, bonjour. Comme Joanne Saint-Charles vient de le dire, ce séminaire arrive à un moment qu'on n'avait pas imaginé quand on y a pensé. L'accélération de la Covid, la démission de M. Arruda, le fait qu'on vient d'inventer un nouveau niveau de délestement des hôpitaux, le niveau 5, nous amène à me dire mais qu'est-ce qui se passe? Cette impression de qu'est-ce qui se passe a été, à mon avis, très bien présentée par Marie-André Chouinard hier dans Le Devoir. Et elle nous disait, si le Québec est soumis à nouveau à un couvre-feu, ce n'est pas la pandémie qui frappe plus fort au Québec qu'ailleurs. Ce n'est pas non plus que nous sommes passés à côté de la vaccination, c'est que notre système de santé a la fragilité d'un jeu de cartes. Et elle continue en disant, le Québec est complètement paralysé par l'incapacité du système de santé à répondre aux attentes de la population. Et elle termine en disant, c'est tout simplement ahurissant. C'est tout simplement ahurissant. Et au fond, ce que j'aimerais essayer de faire en quelques minutes, c'est essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi on en est arrivé là. Alors, pour analyser pour avoir une intuition de l'importance de cette question, d'abord, on comprend que finalement, c'est peut-être moins la dureté de la Covid qui est la cause des problèmes et de la fermeture et de toutes les mesures auxquelles on est astreint, mais c'est le fait qu'il faut protéger le système de santé qui ne peut plus répondre aux besoins. Et à ce moment-là, ça nous ramène à l'idée qu'on a mentionné tout à l'heure, c'est que les sociétés, au fond, se voient en miroir dans leur... Oups. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais de nouveau... Vous m'avez entendu ou j'étais muet là? Ça marche? Ok. Alors, je sais pas quand je suis devenu muet, mais je pars de l'idée que les sociétés se reflètent dans leurs grandes institutions et qu'une société n'est jamais meilleure ou pire que ne le sont leurs grandes institutions. Et si une société a un système de santé qui est inéquitable, qui dysfonctionne, qui ne peut pas soigner le monde, ça veut dire qu'au fond, on a une société qui est la même chose. Et donc, la crise actuelle du système de santé nous amène à nous poser des questions qui sont des questions non pas techniques, opérationnelles, financières, mais bien des questions existentielles. La question de savoir dans quelle société nous vivons et peut-être encore plus, dans quelle société nous voudrions continuer à vivre, c'est-à-dire comment il faudrait penser la transformation du système de santé comme reflet des transformations nécessaires dans la société.
Et donc, ça nous oblige à nous demander sur quelles sont les véritables valeurs, quels sont les véritables enjeux qui sont mis en cause par le fait que le système de santé nous lâche. Quelque chose d'intéressant, intéressant, c'est que la pandémie de la Covid a braqué tous les projecteurs sur le système de santé, son incapacité à absorber les besoins de la population, et le fait qu'on a tous maintenant conscience que le système de santé est en crise majeure, une crise qui est simultanément financière, organisationnelle, éthique, politique. Et donc, ce n'est plus... on perçoit cette crise comme étant, on a l'impression que la société tout entière perçoit l'importance de la crise, alors qu'il n'y a pas très longtemps, cette crise, elle était perçue principalement par certains administrateurs, plusieurs professionnels, quelques analystes du système de santé. Elle est maintenant partagée. Elle est partagée dans la brutalité de la Covid. Est-ce que cette prise de conscience va résister à la fin de la Covid? Je ne sais pas. Mais c'est la première fois que l'on prend conscience collectivement du fait que le système de santé ne fonctionne mal. Alors, il est nécessaire, quand on veut comprendre le système de santé, quand on... Pardon? Attends, non. OK. Il est nécessaire, pour comprendre la nature et l'importance de cette crise, et pour penser surtout les réformes à venir, de faire un retour en arrière. Et là, j'aime bien une citation de Boukhar Diouf qui dit « Si on veut comprendre toute l'histoire, disait mon grand-père, mieux vaut avoir lu celle qui précède avant d'écrire celle qui suit. » Autrement dit, il va falloir qu'on fasse un retour en arrière, un retour qui va nous ramener au fond, et je pense que le point de départ, on pourrait aller plus loin, mais partons de Gaston Gay et de la mise en place du régime d'assurance maladie. Alors, Gaston Gay, c'est tout à fait intéressant. Le travail de la commission Gaston Gay a été vraiment considérable. Et la commission se voyait comme étant l'équivalent du rapport Parent qui a été à l'origine de la transformation du système d'éducation du Québec. La commission Gaston Gay avait comme volonté de créer un système de santé nouveau qui ne serait pas articulé autour de l'hôpital, comme était au fond le système de santé le plus ancien, la seule partie vraiment visible du système de santé, c'était l'hôpital, celui qui était déjà assuré depuis une dizaine d'années, mais bien qu'il fallait qu'on organise le système de santé autour des soins locaux, autour de la première ligne. C'est intéressant peut-être de lire exactement ce que la commission recommandait. La commission Gaston Gay disait que pour répondre aux besoins les plus courants de la population, de façon continue et complète au niveau même où ces besoins surgissent, il fallait que des centres locaux de santé qui s'étaient formés d'une équipe de base de 3 à 5 médecins, de 4 à 10 infirmières cliniciennes et d'un travailleur social, puissent desservir une population de 10 000 à 15 000 personnes. Que cette équipe de base soit mobile, souple et en contact avec les médecins spécialistes en vue de répondre aux besoins de la population. Et il recommandait aussi que les médecins ne soient plus payés à l'acte pour arriver à travailler en groupe, et en lien avec les besoins de la communauté. Le cœur de la réforme s'organisait donc autour de la mise en place d'un système fondé sur des centres locaux de santé. Mais lors de son application, pour toutes sortes de raisons, on a comme fait les fondations, on a mis en place les fondations d'un nouveau système, mais on n'est pas allé jusqu'au bout et on n'a pas, en gros, on n'a pas renversé le système de santé, on n'a pas créé des centres locaux de santé, on a créé des CLC, ils n'ont pas pu se développer autant qu'on l'avait imaginé. Et finalement, le système de santé a continué à évoluer sur une trajectoire qui était celle, au fond, que l'on observait aussi ailleurs dans d'autres pays. Une trajectoire qui, au fil du temps, est devenue de plus en plus problématique. Trajectoire qui a fait en sorte que aujourd'hui, on peut dire que l'hôpital occupe toujours le centre du système de santé. Les médecins sont toujours payés à l'acte. La réforme de la première ligne ne s'est pas effectuée. Le travail des équipes interdisciplinaires n'a jamais été généralisé.
Le secteur des médicaments, malgré son importance croissante dans la prise en charge de la maladie, n'est toujours pas véritablement intégré aux autres composantes du système. Et la régulation du médicament, on le voit bien, échappe en grande partie aux États. La question de la prise en charge de la dépendance, en particulier celle des personnes âgées, reste sans réponse. Notre système de santé donc reste essentiellement un système centré sur l'hôpital, centré sur la médecine spécialisée, centré un système dans lequel l'articulation entre le médical et le reste des professionnels reste toujours difficile. La trajectoire, cette trajectoire-là, au Québec comme partout ailleurs dans le monde, elle est au fond orientée par des grandes forces qui sont presque mondialisées. Le système de santé, il est poussé par les nouvelles connaissances et les nouvelles technologies. Il y a un élargissement, une transformation majeure du domaine d'action de la médecine depuis la fin de la guerre, les années 60-70 et aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a plus, au fond, aucun aspect de la vie qui ne soit pas sujet à une intervention médicale. Donc, une immense éclosion, un immense développement de la capacité d'intervention de la médecine. Ces nouvelles connaissances, ces nouvelles techniques s'appliquent dans un univers, dans une population qui connaît des transitions épidémiologiques, qui vieillit. Elles s'appliquent aussi dans des environnements, en particulier les changements environnementaux, la crise climatique qui crée de nouvelles maladies et qui permet l'apparition de virus comme celui du Covid. Ces quatre forces, nouvelles connaissances, développement technologique, transition épidémiologique, changements environnementaux, changements climatiques, vont toutes dans le sens d'un accroissement des attentes de la population à l'égard des systèmes de santé, des besoins d'intervention du système de soins. Mais par ailleurs, nous vivons aussi dans un monde mondialisé et en particulier une mondialisation très large des échanges et des marchés financiers qui fait en sorte que les États ont de plus en plus besoin, pour ne pas être soumis aux impératifs des marchés financiers et des institutions internationales, de contrôler leurs déficits pour éviter ce qui s'est passé en Italie ou ce qui s'est passé dans d'autres pays. Et donc, pour éviter cette prise de contrôle par la finance mondiale de l'économie locale, les pays se doivent de contrôler leurs déficits. Et pour contrôler les déficits, il n'y a pas 100 000 façons dans les différents pays. Il faut réduire les dépenses des domaines qui coûtent les plus cher, essentiellement la santé et l'éducation. Donc, nous avons vu au fil du temps une situation étonnante, un développement des connaissances et des progrès techniques s'appliquant sur une population vieillissante dans un environnement détérioré, qui élargit le domaine d'intervention de la médecine, qui crée une très forte demande sociale pour accroître la couverture d'assurance maladie ou au moins l'accès aux soins de santé. Et d'un autre côté, la mondialisation, la crise des marchés financiers crée des pressions sur les finances publiques considérables qui fait que les États ont de la difficulté à financer les systèmes de santé. Donc, cette tension entre le contrôle des dépenses et les aspirations légitimes est une question de crise. Et à ce moment-là, il n'y a qu'une seule réponse à court terme plausible pour le politique, c'est de dire qu'il est possible de faire plus et mieux avec les ressources existantes. Il suffit de transformer les modalités d'organisation du système, il suffit d'accroître sa performance, il faut relever le défi de la performance, il faut gérer ce système comme on gère n'importe quelle autre entreprise privée. Et on voit apparaître à ce moment-là toute une série de mesures, les approches Toyota, les mises en place de cibles de rendement, la centralisation des décisions. On n'a qu'à penser à la création des C3S de M. Couillard et plus récemment des CIS et des CIUS de M. Barrette. Cette prise de conscience de cette situation particulière que je viens de décrire, elle était bien présente au fil du temps. Au fil du temps, on a vu qu'elle a été décrite
par M. Rochon dans la commission Rochon. Elle a été décrite quelque temps après, 10 ans plus tard, par la commission Claire. Mais fondamentalement, malgré les recommandations de ces commissions, les politiques n'ont pas changé la trajectoire de ce système de santé. Le système de santé reste un système, comme je l'ai dit tout à l'heure, orienté sur l'hôpital, la médecine spécialisée, la médecine technologique, et laisse de côté ce qui sont au fond le cœur de ce que M. Gaston Gouet voulait faire, c'est-à-dire les réseaux intégrés de soins de proximité. Alors la solution, ce n'est pas de créer de nouvelles structures, mais bien de faciliter l'organisation dans tout le Québec de réseaux intégrés de soins de proximité qui soient adaptés à la réalité de chaque milieu, dans lesquels des professionnels interdépendants collaborent pour permettre à chaque personne qui en a besoin d'être bien soignée. Concrètement, c'est tout simple ce que je dis, concrètement, et ça a beaucoup de... On penserait que ça serait naturel. Contrairement, il faut ces professionnels fassent en sorte que chaque personne qui est inquiète pour sa santé, qui ressent un malaise, qui est suivie pour un problème, soit accueillie sans délai, soit observée, soit écoutée, rassurée par un professionnel qui soit attentif, qu'il connaisse, d'obtenir des consultations spécialisées, de traiter, d'organiser le traitement, d'accompagner les patients durant les soins, de les orienter dans le système de santé, de les suivre par la suite. Et puis cette équipe aurait à cœur la prévention et l'amélioration continue de la qualité des pratiques. Ça serait tout simple. Autrement dit, quand on ne va pas bien, il suffirait de prendre un téléphone, une vraie personne nous répondrait et en quelque sorte nous reconnaîtrait puisqu'elle aurait sous les yeux notre dossier et on pourrait se sentir en confiance. Malheureusement, cette proximité, cet accès de proximité au système de santé ne peut pas se mettre en place. La possibilité de remettre sur ses pieds un système qui marche sur la tête n'a pas pu être fait au cours des 50 dernières années. Il faudrait que ça se fasse. Il faudrait qu'on arrive à mettre en œuvre des changements pour qu'on réforme le système de santé, qu'on implante des réseaux intégrés de soins de proximité centrés sur les besoins de la personne, que cette entrée-là soit le grand chantier de la réforme, non seulement du système de santé, mais en fait de la démocratie, en montrant qu'il est possible de transformer les grandes institutions de l'État pour répondre de façon raisonnée aux attentes de toute la société. Cet espoir, ce rêve, maintenant qu'on réalise qu'on n'a pas d'autre choix que de mettre en place des réformes majeures du système de santé, on peut espérer qu'il se mettrait en place. Mais, et puis je la cite souvent, je pense pour terminer, je pense que j'ai fini mon temps, qu'on peut méditer sur une phrase de Martin Luther King qui disait « L'histoire est la longue et tragique illustration du fait que les groupes privilégiés cèdent rarement leurs privilèges sans y être contraints. Il arrive que des individus soient touchés par la lumière de la morale et renoncent d'eux-mêmes à leurs attitudes injustes. Mais les groupes ont rarement autant de moralité que les individus. » Et quand j'entends groupe, je pense bien souvent aux associations médicales, pour ne citer qu'elles. Merci. Merci beaucoup, André-Pierre, pour ces réflexion, peut-être pas nécessairement joyeuse, mais bon, on pourra en discuter tout à l'heure. Je vous rappelle, pour les gens qui sont arrivés plus tard, qu'on écoute d'abord des courtes présentations de chacun de nos panélistes et qu'il y aura un peu un échange entre eux, puis ensuite avec vous. Alors, et donc, la prochaine personne qui va nous parler est Thomas Bastien, qui est le directeur général de l'Association pour la santé publique du Québec depuis 2020. C'est un ingénieur diplômé de l'École supérieure d'agriculture d'Angers. Il possède également une maîtrise en génétique de l'Université de Wageningen. Franchement, il ne faut pas se gêner pour me reprendre. Après avoir œuvré dans le milieu des communications et de la culture pendant plus de 12 ans, notamment en titre de directeur
titre de directeur de l'éducation et du mieux-être au Musée des beaux-arts de Montréal. Alors, le voici maintenant à la tête de l'Association pour la santé publique du Québec. Et Thomas, on vous donne la parole. Merci beaucoup, Joanne. Et merci beaucoup, André-Pierre, pour cette mise sur table en fait, des enjeux en matière de santé. J'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit sur quelles sont les attentes de la population. En fait, c'est ça que je retiens beaucoup, hein, étant donné qu'on va parler en fait, de changement de culture en matière de santé. Alors, on est en début d'année et puis hier soir, justement, j'ai eu le plaisir de regarder en fait, les résolutions de la population pour l'année 2022. Alors, c'est vraiment très intéressant. Hein, c'est un baromètre léger qui a été mis en place. Alors, première résolution, être ou rester en santé. Deuxième résolution, être plus actif. Troisième résolution, améliorer sa santé psychologique. Et la dernière résolution, ça va être de perdre du poids. Alors après, il y en a d'autres de résolutions, mais là, on parle des résolutions majeures en fait qui ont été prises en place, qui ont été choisies par la population. On se pose cette question-là et puis on se dit, au final, en fait, quelles sont les attentes de la population? C'est d'être en santé. Et comme le décrit si bien en fait André-Pierre dans cette première partie, le système de santé actuellement, en fait, c'est pas un système qui est tourné vers la qualité de vie de la population, il est tourné en fait vers les hôpitaux, il est tourné vers le traitement. Alors, on a la possibilité en fait de se poser la question, est-ce qu'on est en présence d'un ministère de la santé ou est-ce qu'on est en présence d'un ministère de la maladie? Est-ce qu'on est en présence d'un ministère de la santé ou est-ce qu'on est en présence d'un ministère des soins? Et donc, justement, en fait, au sein de l'Association pour la santé publique du Québec, qui est un organisme à but non lucratif qui œuvre justement pour la qualité de vie et la santé durable de la population depuis environ 80 ans, on s'est posé en fait les questions sur quelles sont en fait les actions qu'il faudrait mettre en place justement pour rétablir ce qu'on appelle la santé publique. Alors, c'est très intéressant hein, parce que les résolutions de cette année portent sur des résolutions en fait de santé publique de manière générale. La santé publique, elle a 4 fonctions. La première fonction, c'est de protéger. La deuxième fonction, c'est de surveiller. La troisième fonction, c'est de prévenir. Et la dernière fonction, ça va être de promouvoir. C'est ça la santé publique en fait de manière générale. Et c'est très intéressant en fait de voir que il y a 2 ans, quand on est rentré en période de pandémie, on a rencontré pour la première fois le docteur Horacio Arruda, alors que normalement c'est un acteur essentiel de la santé de la population et de la qualité de vie de la population. Alors, ça, c'est la première question qu'on pourrait se venir. La première, ça serait, est-ce que en fait, notre système de santé, il est là pour prévenir ou est-ce qu'il est là pour guérir? Est-ce qu'on doit faire un choix entre les deux? Parce qu'actuellement, en fait, comme le disait André-Pierre, justement, avec un nouveau niveau de priorité qui est un niveau de priorité numéro 5, on va commencer à faire des choix. On va commencer à faire des choix par rapport à des retards d'opération, on va commencer à faire des choix par rapport à des traitements spécifiques. Est-ce qu'on privilégie tel lit par rapport à telle personne? Mais encore une fois, on ne parle que de maladie. Mais est-ce qu'on est au courant, en fait, si la population québécoise, elle est en santé ou elle ne l'est pas en santé? Puis là, en fait, on va aller regarder plusieurs autres déterminants. On va regarder en fait ce qu'on appelle les déterminants de la santé, et c'est davantage en relation en fait avec les 17 recommandations qui sont portées en fait par l'ONU, qui sont des recommandations en fait qui parlent pas forcément en fait de santé comme on le déterminerait aujourd'hui. Donc, on va parler en fait d'un accès à un logement, on va parler d'un accès à une éducation, on va parler d'avoir un revenu décent. On va avoir aussi en fait tout ce qui est en relation avec la qualité de vie. Est-ce qu'on a accès à des transports? Toutes ces choses-là vont être considérées. Mais si on regarde en fait depuis le début de la pandémie, est-ce que la population en fait se porte mieux? Non. Est-ce qu'au cours des dernières années, en fait, la population en fait s'est portée mieux? À regarder les chiffres stupéfiants en fait du milieu de la santé, on pourrait se questionner et puis se dire non, ça ne fonctionne pas. En 2004, on avait un budget investi par le ministère de la Santé qui était dans les environs de 22 milliards de dollars. En 2020, on était à un budget de 45 milliards de dollars environ. On a presque doublé le budget du ministère de la Santé au cours des 20 dernières années, des 18 dernières années, ou des 16 dernières années. Et ce qu'on se rend compte actuellement, c'est que le système, il est encore plus en mauvais état et qu'on est quasiment en fait à un point de rupture.
Et pourtant, en fait, quand on regarde en fait d'autres indicateurs, on peut se poser la question sur qu'est-ce qui fait en sorte que ça ne fonctionne pas. Puis quand on regarde plus particulièrement en fait le poids des maladies chroniques au Canada, c'est un poids qui est énorme, qui engorge complètement en fait le système de santé et qui représente au final 190 milliards au niveau de l'économie canadienne. 190 milliards. Et pourtant, qu'est-ce qu'on fait en fait pour éviter les maladies chroniques au Québec et au Canada? Les actions, elles sont insuffisantes. Elles sont vraiment insuffisantes. Et donc là, en fait, on en revient en fait au changement de culture. Parce que pour que la population prenne davantage soin de sa santé, il faut déjà en fait regarder les bons indicateurs par rapport à la santé. Et puis justement, on va parler un peu de chiffres parce que la culture, elle est dans les chiffres aussi là. Premièrement, en fait, on a un ministère de la Santé qui prend des décisions que pour justement le ministère de la Santé, mais tous les ministères au Québec sont responsables de la qualité de vie de la population. Le ministère de l'Environnement est un acteur essentiel dans la qualité de vie de la population par rapport aux environnements. Quand on parle du ministère du Transport, c'est un acteur essentiel aussi pour la qualité de vie de la population. Le ministère de l'Immigration, qu'on oublie souvent, il est essentiel. Est-ce que les personnes immigrantes ont accès à justement une qualité de vie suffisante pour ne pas tomber malade et se retrouver justement dans le milieu de la santé comme on l'a actuellement? Donc, si on regarde en fait l'ensemble de ces choses-là, c'est extrêmement préoccupant parce que la responsabilité de la santé, culturellement, elle n'appartient pas au ministère de la Santé, elle appartient à l'ensemble des ministères au Québec. Et là, on peut se poser en fait plusieurs questions. Est-ce qu'il y a des actions qui sont mises en place par le ministère de l'Économie qui vont contrecarrer en fait les efforts du ministère de la Santé? Est-ce que c'est la même chose au niveau du ministère des Finances? Est-ce que c'est la même chose au ministère de l'Agriculture? Et si on regarde plus profondément, parfois on se rend compte en fait que les autres ministères n'ont pas forcément à cœur la santé de la population ou la qualité de vie de la population, elles ont à cœur l'économie du Québec. Alors, c'est très intéressant parce qu'au cours des prochains jours, justement, il y a un regroupement de plusieurs organisations qui va dévoiler en fait un baromètre du bien-être de la population québécoise. C'est un baromètre qui a été fait avec l'Institut du Québec plus particulièrement et 19 autres partenaires, Équiterre, Vivre en Ville, ils sont. Ça va être très intéressant parce que d'une année à l'autre, on va pouvoir voir véritablement si la qualité de la vie de la population de vie de la population au Québec, elle s'améliore ou non, données qu'on n'a pas forcément actuellement. Mais ça nous pose en fait une autre question en fait sur le changement de culture qu'on doit avoir et sur le changement des indicateurs qu'on doit avoir au sein du Québec. On ne regarde pas les bonnes choses quand il s'agit en fait de la qualité de vie de la population. On ne regarde pas les bons indicateurs actuellement quand on essaie de parler de la COVID longue ou alors du rétablissement de la population. Le rétablissement actuel qu'on est en train de voir, c'est un rétablissement économique. Qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va essayer de ramener en fait des personnes qui ont des revenus intéressants pour le Québec. On va favoriser en fait les importations, les exportations. On va favoriser en fait des produits qui vont avoir des hautes valeurs. Mais au final, qu'est-ce qu'elle veut la population? Et puis je reviens en fait à ce baromètre qui a été lancé par Léger en 2022. C'est dans un premier temps être ou rester en santé. Et donc là, en fait, on arrive dans une période électorale qui va être assez charnière justement au cours des prochains mois. C'est qu'il va falloir qu'on se pose la question, est-ce que l'économie actuelle et est-ce que la culture actuelle qui a été valorisée au cours des dernières décennies va être une économie ou une culture qui va tenir le coup? Parce qu'actuellement, en fait, elle ne tient pas le coup. Est-ce que ça va être une économie en fait qu'il ne va pas falloir réévaluer? On a parlé de décroissance, on parle d'économie circulaire. C'est des choses qui font énormément peur en fait au niveau économique parce que justement ça représente des diminutions quelque part. Mais on revient en fait encore une fois à ces attentes de la population. La population, elle veut rester en santé ou elle veut être en santé. Culturellement aussi, il va falloir faire des changements majeurs, même au niveau en fait de nos habitudes de vie. On est dans une habitude de vie où on favorise davantage en fait la voiture à d'autres transports. On est dans un système de vie où on va favoriser en fait la malbouffe et l'accessibilité rapide à des produits qui sont ultra transformés, notamment en fait en période de pandémie, alors que justement on devrait favoriser des produits sains, des produits locaux. Et c'est en train d'arriver, mais ce n'est pas suffisant actuellement.
Puis même de manière générale, en fait, quand on regarde la promotion qui est faite au Québec par rapport à des produits qui ne vont pas en valoriser en fait notre qualité de vie, mais qui vont la détériorer, il y a des grosses questions à se poser par rapport à ces choses. Donc culturellement, il va y avoir un changement majeur qui va devoir s'opérer en fait au cours des prochains jours, des prochaines semaines ou des prochains mois pour valoriser véritablement en fait cette attente numéro 1 de la population qui est d'être ou de rester en santé. Et là, en fait, et puis Joanne, ce sera un peu ma dernière conclusion en tant que telle, on est dans une organisation en fait qui n'est pas faite pour ça, malheureusement. Le budget qui est réservé, qui était réservé en 2018-2019 à la prévention et à la promotion de la santé, au sein même du ministère de la Santé, ça représentait 1,4%. C'est plus petit que les autres provinces canadiennes et c'est un montant en fait qui est tellement mineur qu'il en devient anecdotique. Est-ce qu'on pourrait justement en fait transformer complètement la donne et essayer de se dire que c'est l'année où justement on va valoriser la qualité de vie de la population? On va refinancer de manière drastique, draconienne, l'ensemble des budgets qui vont être nécessaires pour favoriser la qualité de vie de la population. Et ce, pas qu'au sein du ministère de la Santé, mais au sein de l'ensemble des ministères. Alors, la SPQ, justement, l'année dernière, et puis on parle d'un débat, mais on parle de l'année dernière, avait proposé en fait la création d'un ministère de la promotion ou de la prévention de la santé ou de la santé durable de la population, ou même un secrétariat de la santé durable. Dans tous les cas, ce qu'on voit, et puis malheureusement, c'est arrivé avec la démission de Dr Arruda aujourd'hui, on a besoin de repenser complètement en fait notre système de promotion et de prévention de la santé. Joanne, je te relaisse la parole. Merci, merci beaucoup. C'est un petit projet que Thomas nous propose ici. On va essayer de voir comment on va le réaliser. Je rappelle qu'on écoute d'abord nos 3 panélistes, qu'ils vont ensuite échanger un peu entre eux, puis qu'on va donner la parole aux personnes qui sont dans la salle. Et donc, j'aimerais vous présenter notre 3e panéliste, Jean-Pierre Girard, qui est chargé de cours à l'École des sciences de la gestion à l'UQAM et au HEC Montréal, mais c'est aussi un expert conseil international en entrepreneuriat collectif. Il a plus de 35 ans d'expérience en consultation, enseignement et recherche universitaire dans ce domaine. Et depuis 20 ans, il a développé une expertise plus pointue sur l'entrepreneuriat collectif dans le champ socio-sanitaire, localement et internationalement aussi. Il a notamment réalisé des mandats pour l'Organisation internationale du travail, l'Association internationale de la mutualité, en plus d'avoir collaboré avec l'OCDE et le Sommet international des coopératives. Je voudrais souligner aussi que c'est à travers des conversations, entre autres avec Jean-Pierre et autour du collectif d'infirmières dont il va nous parler, qu'on a lentement ou graduellement mis en place le webinaire, la rencontre qu'on a aujourd'hui. Alors, je vais quand même remercier Jean-Pierre de sa contribution à cet égard et lui céder la parole immédiatement. Merci beaucoup, Joanne. La table est mise par mes 2 collègues, deux petites informations préalables avant de plonger dans le sujet. Là, Thomas terminait en disant l'importance d'être en santé. Je recommence tranquillement à être en santé. J'ai été victime de la COVID, donc excusez mes toux à répétition que je pourrais peut-être avoir, même si j'ai un liquide à côté de moi. Première information. Et deuxième information, je vais parler de plusieurs informations techniques. Donc, ceux qui sont intéressés, j'ai transmis à l'organisation une liste de références. Donc, vous pouvez les obtenir là, si vous écrivez dans le clavardage. Voilà, ça vous permettra d'aller un petit peu plus loin. Donc, lorsque l'on pense aux acteurs dans le système de santé, outre l'important rôle de l'État, que ce soit sur le plan de la régulation, du financement, de la livraison des services de santé, dans ce dernier volet, on devine la présence d'intérêts privés à finalité lucrative, que ce soit des cliniques, des polycliniques, des pharmacies. Et ça me permet de rappeler que de nombreuses cliniques ici au Québec appartiennent à des pharmacies. Je
permet de... Je vous invite à en tirer vos conclusions. Et on reconnaît aussi le rôle d'une kyrielle d'organismes communautaires, non pas sur le plan de la livraison directe de services de santé, mais en soutien de personnes qui souffrent d'une variété de problèmes de santé ou encore qui sont engagées dans la promotion des saines habitudes de vie, la prévention de la santé. Ce que je veux vous parler aujourd'hui, ce sont plutôt des associations ou des coopératives qui œuvrent dans la livraison des services de santé, avec une attention particulière à un cas très innovant, la coopérative de solidarité d'infirmières praticiennes SABSA de Québec, sans oublier le rôle pionnier de la clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles qui a fêté ses 50 ans il y a déjà quelques années, et 2 autres coopératives de santé. On va s'arrêter quelques instants pour bien définir l'objet de ma présentation. Que ce soit une coop ou une association, ces organisations ont une propriété collective par le truchement d'un ensemble de membres ou de l'association. Donc, ce n'est pas une propriété qui appartient à des détenteurs d'actions. Le pouvoir dans ces organisations se présente sur une base égalitaire et n'est pas fonction du capital que l'on détient. Donc, c'est la règle d'un membre, un vote. Certaines de ces organisations ont des modes de gouvernance favorisant réellement la participation de l'ensemble des parties prenantes, que ce soit les usagers, les professionnels de la santé, des organismes du milieu et même les autorités municipales. Donc, c'est une véritable démocratie sanitaire. Je n'ai pas le temps d'approfondir, mais certaines de ces organisations ont développé des pratiques très novatrices en matière de démocratie délibérative, sans le savoir, qui s'inspire des réflexions d'un éminent philosophe allemand, Jürgen Habermas, qui nous dit à peu près la chose suivante: l'impératif délibératif se fonde sur une logique simple, meilleure est la qualité du débat, plus légitimes et efficaces sont les décisions qui en découlent. Toujours pour compléter cette description des organisations collectives que je vous parle aujourd'hui, quand ces organisations dégagent en fin d'exercice des surplus, donc je ne parle pas de profit parce qu'on ne parle pas d'entreprise à finalité lucrative, donc s'il y a des surplus qui sont dégagés en fin d'exercice, ils sont réinvestis pour améliorer l'offre de service de l'organisation. Et dernière règle commune à toutes ces organisations, c'est cette notion de patrimoine inaliénable. Donc, si je fais de la traduction simultanée de ce concept qui peut être un petit peu rébarbatif à la première compréhension, il s'agit de la règle qu'en cas de liquidation de la corporation, soit de notre coopérative ou notre association, le solde de l'actif est remis à un autre organisme de même nature et non pas entre les mains des détenteurs d'actions. En filigrane de ces quelques principes, on a donc une finalité qui vise la satisfaction des besoins des membres et autres citoyens et non la maximisation du profit ou du rendement sur le capital investi. Coopérative ou association, il y a donc une quarantaine de ces organismes en activité au Québec. Trop souvent, comme je le constate depuis le milieu des années 90, en dehors de l'écran radar de notre système de santé, ce qui est pour le moins profondément regrettable. Ces organismes témoignant d'un niveau d'innovation sociale remarquable, au bénéfice de qui? Souvent de citoyens marginalisés, soit en raison de leur localisation ou de problématiques de santé. Je vous présente donc quelques cas concrets. Commençons par la doyenne, la clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles, et je vais en partie reprendre les remarques d'une ancienne infirmière de cette clinique, Lorraine Gay. Donc, cette clinique qui est située dans le sud-ouest de Montréal a été mise sur pied à la fin des années 60 par des étudiants en médecine, soins infirmiers et sociologie de l'Université McGill qui étaient préoccupés par les services médicaux dans ce quartier. Ces étudiants se sont inspirés d'un modèle de clinique populaire qui existait déjà dans certains quartiers pauvres aux États-Unis, notamment à Chicago. Selon ce modèle de médecine communautaire, il existe donc un lien entre la pauvreté, les conditions de vie et l'état de santé. On est donc ici avant-gardiste par rapport au rapport sur la Commission des déterminants sociaux qui sera déposé en 2009. Des citoyens de ce quartier sont rapidement intégrés au projet. Donc, je vous lance comme ça quelques grandes règles à l'origine de cette organisation. Participation de la population au processus décisionnel, que ce soit sur le plan de l'orientation, la dispensation des soins, l'accessibilité aux médicaments, aux soins dentaires et de la vue, le salariat pour les médecins, le travail en équipe, toutes professions confondues, un travail médical novateur qui imbrique le travail clinique et le travail social, et l'implication politique face aux causes de la maladie, liées aux inégalités socio-économiques et pas seulement au virus.
Le modèle a été repris par d'autres cliniques qui se sont constituées ailleurs au Québec et vont servir de socle pour la création du réseau des CLSC au début des années 70, dont Claude André nous a parlé un petit peu plus tôt. À Pointe-Saint-Charles, on refuse cette voie. Donc, on refuse d'être intégré dans ce réseau public de cliniques naissantes parce que vous le savez, quand on regarde l'itinéraire des CLSC constitués au début des années 70 à leur situation, janvier 2022, donc les idéaux fondateurs ont été littéralement laminés, que ce soit le fondement collectif, la gouvernance citoyenne, l'ancrage territorial de ces organisations, etc. La clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles, depuis ses débuts et son refus d'être intégré dans ce modèle, a dû de décennie en décennie se battre pour s'assurer d'un financement public et poursuivre dans sa voie qu'elle avait définie donc à la fin des années 60. Aujourd'hui, en 2022, la clinique compte tout près de 130 employés de tout statut. Elle est toujours autonome et continue d'assurer son mandat CLSC. Elle rejoint annuellement près de 40 % des résidents de ce quartier, ce qui, à mon avis, est une donnée statistique qui n'est pas banale. Bien qu'elle soit la seule de cette nature au Québec, d'autres cliniques semblables ont vu le jour au pays, dont en 1972 à Winnipeg, Norwest Co-op Community Health, donc une organisation avant-gardiste dans le développement d'un modèle très innovant de promotion et prévention de la santé qui est originaire du Japon, l'approche Hans-Kai. J'ai d'ailleurs le plaisir de collaborer avec Norwest depuis 2017 dans le cadre d'un projet international en Afrique subsaharienne, au Kenya et au Cameroun. Depuis 1995, plusieurs dizaines de coopératives de santé ont été mises en place au Québec selon un modèle où le financement vient essentiellement des revenus de loyer qui est payé par les professionnels de la santé et accessoirement par une cotisation annuelle qui est payée par les membres. Par le passé, quelques-unes de ces coopératives ont lié le paiement de la cotisation à un accès privilégié aux médecins, ce qui est tout à fait en porte-à-faux avec la loi canadienne sur la santé et ses 5 principes fondateurs, dont celui de l'accessibilité. La chose a depuis été corrigée. En consultant le portail de la Fédération québécoise des coopératives de santé, on apprend qu'elle représente 44 coopératives de santé réparties dans 14 régions administratives et qui comptent chacune en moyenne 2000 membres à qui elle prodigue des services de première ligne en santé, autant curatifs que préventifs. Ces services sont offerts par un réseau de 230 médecins omnipraticiens, 115 infirmières et des dizaines de professionnels de la santé, ce qui ensemble, l'ensemble de ce personnel gère un peu plus de 280 000 dossiers médicaux. 2 cas retiennent mon attention. Constituée en 2008, la coopérative Santé Robert Clich en Beauce se démarque au moins sous 3 angles. Cette coopérative couvre l'ensemble du territoire de la MRC éponyme. Il n'y a pas de concurrence entre les municipalités pour multiplier le nombre de coopératives de santé. Il y a une seule coopérative à l'échelle du territoire de la MRC, donc on travaille ensemble. L'ensemble des médecins pratiquants sur le territoire sont associés à la coopérative et c'est la coop qui gère l'entente de collaboration avec le ministère de la Santé, donc l'entente GMF. Et finalement, cette coopérative de santé a développé une collaboration exemplaire avec les autorités publiques en santé, donc un rare partenariat public coopératif fructueux. Je vous présente une deuxième coop de solidarité avant d'arriver à notre cas de SABSA. Donc, cette fois-ci, on parle de Contrecoeur, qui n'est pas très loin de Montréal, donc non loin de Sorel, la coop de solidarité santé de Contrecoeur. Elle regroupe des milliers de membres de cette région de la Montérégie. La coop s'est engagée depuis quelques années dans le projet de la clinique Reversa, qui a développé des programmes de prise en charge du diabète de type 2 avec des résultats, ma foi, très convaincants. Et depuis peu, elle est engagée dans une phase expérimentale avec des participants qui ont des enjeux avec le diabète de type 1. Je collabore aussi avec cette coopérative dans le cadre du projet international que je vous ai parlé un petit peu plus tôt. Ce qui nous amène donc au dernier cas, la coopérative de solidarité de services à bas seuil d'accessibilité, communément appelée la coopérative SABSA. Considérant le temps qui me reste,
Ce que je vous présente n'est qu'un très mince aperçu des pas de géant faits par cette organisation depuis sa constitution en 2011, qui, à terme, ont des impacts sur notre conception même du rôle des médecins et des infirmières praticiennes, sans parler des approches d'intervention auprès de populations vulnérables. En soi, ce seul cas de SABSA mériterait donc une autre midi-conférence pour bien en saisir là, les nuances, la profondeur. Dans l'immédiat, donc, si certains restent sur leur appétit de ma trop courte présentation que je vous fais, comme je vous l'ai mentionné en ouverture, vous pouvez consulter la section y étant dédiée, soit dans un numéro récent de l'Action nationale qui porte sur les premiers impacts de la pandémie sur notre système de santé, ou une autre publication de 2019. Donc, de nouveau, vous trouverez les références dans la liste que je vous ai dit en ouverture. Ce que je vous présente dans les prochaines informations, c'est tiré d'une étude de cas qui sera éventuellement l'objet d'une publication en 2022, car je suis en suivi continu avec cette coopérative depuis 5-6 ans. La coopérative de solidarité, donc SABSA, est un organisme qui a été constitué en décembre 2011 par 5 membres fondateurs, dont des intervenants dans le domaine de la santé, interpellés par l'ampleur de l'épidémie du VHC, ou si vous préférez l'hépatite C, et du VIH-Sida parmi les populations vulnérables de 2 quartiers populaires de la ville de Québec. Donc, je parle des quartiers Saint-Roch et Saint-Sauveur, situés dans ce que l'on appelle la Basse-Ville. Ce groupe incluait une infirmière praticienne en soins de première ligne et a donc décidé d'apporter une importante innovation organisationnelle au système de santé québécois avec son projet, confrontant du même coup les limites de ce système en termes d'offres de services à des populations marginales ou vulnérables et par ricochet, le rôle des médecins ou notre compréhension du rôle des médecins. Outre la reconnaissance par l'État d'un financement important de personnel de cette coopérative, après des campagnes médias exceptionnelles s'étendant sur quelques années et les remarquables résultats de campagnes de souscription menées par sa fondation, présidée par l'ex-élue Agnès Baltet, voici donc quelques actions et impacts de la coopérative SABSA en date d'août 2021. Donc, vous voyez, c'est quand même des données assez récentes. Un financement a été obtenu par l'Agence de santé publique du Canada pour la mise en place d'un réseau de pères aidants en prévention de l'hépatite C. Donc, ce projet se déroule à l'échelle du territoire de la capitale nationale. Le CIUS de la capitale nationale, par le truchement de sa direction de la santé publique, a aussi apporté un financement à SABSA pour mener un projet pilote dans les régions de Charlevoix et Portneuf en vue de faire un suivi auprès de personnes dépendantes d'OPSC ou victimes de surdose de ces substances. Donc, la coopérative dispose maintenant d'une clinique mobile pour offrir ses services dans ces 2 régions. Avec ces 3600 personnes inscrites, dont 60% qui n'ont pas de médecin de famille, SABSA a contribué à prendre en charge des gens qui souvent sont orphelins de ressources dans le système de santé. De façon plus spécifique, pour les personnes atteintes d'hépatite C, par le suivi adéquat, on reconnaît de façon générale l'efficacité de son modèle d'intervention. De plus, et là j'attire votre attention sur cette donnée statistique qui est à mon avis percutante, SABSA a fait la démonstration de sa pertinence comme ressource alternative de première ligne, car depuis son origine, il n'y a environ que 5%, je répète 5% des cas qui nécessitent une référence à un autre professionnel de la santé, je pense à des médecins. 5%. Le service de consommation supervisé en activité depuis janvier 2021, donc le premier dans la capitale nationale, connaît un engouement et des retombées incontestables. En date d'août 2021, on relève plus de 2000 visites avec une moyenne de 20 visites par jour. On y dénombre environ 200 utilisateurs, dont de nouvelles personnes, des individus qui n'ont pas des visages connus de la coopérative, notamment des travailleurs. Donc, vous le voyez, c'est plus seulement des populations marginalisées, à risque. Donc, il y a probablement un lien à établir entre cette nouvelle clientèle-là du centre de consommation supervisé et des impacts de la pandémie. En conclusion, en janvier 2022, de dire que notre système de santé est à la croisée des chemins est un truisme. Dans les réflexions urgentes sur la nécessaire reconfiguration de ce système,
Une avenue prometteuse me semble donc l'approche développée depuis des décennies par le Centre international de recherche et d'information sur l'économie publique, sociale et coopérative, donc ce qu'on appelle le CIRIEC. Évidemment, les organisations de l'économie sociale et solidaire, contrairement aux organismes publics, n'ont ni le pouvoir fiscal, ni le pouvoir réglementaire. Elles n'ont généralement ni les moyens, ni la volonté d'assurer une universalité des services rendus, même si les cas présentés ici prouvent le contraire. Cependant, pour citer l'ancien directeur du CIRIEC, Bernard Thierry, ces organisations de l'économie sociale et solidaire ont la capacité d'accumuler et d'exploiter du capital social. Je parle de quoi? De la confiance, de la mobilisation de la société civile, d'une participation volontaire dans les organismes de gestion, de dons financiers, travail bénévole et, j'ajouterais, innovation. Donc, je termine cette présentation par un court plaidoyer. Dans une vision globale de l'intérêt général ou du bien commun en santé, ne peut-on pas mieux considérer la notion de périmètre de solidarité? En d'autres mots, la valorisation par des politiques publiques d'acteurs qui, au quotidien, s'inscrivent avec les divers appels que l'on a depuis la déclaration d'Alma-Ata en 1978, qui appelle à une participation pleine et entière des citoyens dans les soins de santé primaire. Et pour mémoire, je vous fais cette courte déclaration, donc tirée de ce court extrait, tiré de cette déclaration d'Alma-Ata en 1978. Les soins de santé primaire exigent et favorisent au maximum l'autoresponsabilité de la collectivité des individus et leur participation à la planification, à l'organisation, au fonctionnement et au contrôle des soins de santé primaire. Merci de votre attention. À toi la parole, Joanne. Merci beaucoup, Jean-Pierre, et bien, merci à vous trois. Je voudrais, bien sûr, je suis convaincue que beaucoup de personnes ont des questions, moi la première probablement, mais je voudrais auparavant peut-être vous inviter entre vous à voir ou à soulever, à vous inviter peut-être mutuellement à soulever ou développer certains aspects. Autant pour vous que pour les personnes qui vont prendre la parole ensuite, dans l'assistance, c'est toujours, on essaie quand même d'avoir des interventions assez concises dans la mesure du possible sur ces sujets qui n'invitent pas nécessairement à la concision. Alors, est-ce qu'il y en a un parmi vous qui aurait une question, Thomas, Jean-Pierre ou André-Pierre, à poser à ses collègues? Oui, André-Pierre. Votre micro est fermé, André-Pierre. Et les referme. Oui, voilà. Okay. J'aurais une question d'abord pour Thomas Bastien. En fait, toute la question de savoir qui est responsable de la santé dans une société m'a toujours posé des questions. Et j'ai l'impression que attribuer une responsabilité de santé à un ministère, une personne, un groupe particulier, alors que l'on sait que les déterminants de la santé, au fond, c'est l'ensemble des actions de toute une société, me pose problème. Et je me demande si, au fond, fondamentalement, le ministère de la Santé ne devrait pas être l'Assemblée nationale. J'ai trouvé intéressant récemment que les partis d'opposition disent pourquoi on ne fait pas une cellule de crise où il y aurait les différents partis de l'Assemblée nationale qui pourraient contribuer à cette cellule de crise. Et j'ai l'impression, un peu dans le sens de l'Assemblée délibérative dont on parlait tout à l'heure, que les décisions pourraient découler de délibérations à l'Assemblée nationale sur la santé. Autrement dit, toute la lutte à la pauvreté, toutes les mesures pour la protection de l'environnement sont à l'évidence des mesures qui sont porteuses de santé. Au fond, fondamentalement, ultimement, est-ce que vivre en société, ce n'est pas quelque chose qui a trait au fait qu'on espère pouvoir vivre mieux et plus longtemps quand on est dans une société que tout seul? Et donc, les instances de la société, toutes sont au fond co-responsables de la santé. Et ce qu'on n'est jamais arrivé à faire, c'est qu'il y ait de la délibération sur ce thème-là. Autrement dit, la santé devrait être le point final de convergence des décisions, le point d'arbitrage des décisions
décision et non pas le produit national brut ou non pas la cote des actionnaires, la cote des actionnaires. Donc on est dans ce que ta présentation débouchait sur une révolution culturelle, bien évidemment, où ce n'est pas le produit national brut qui est l'enjeu, mais bien une espèce de capacité de promouvoir la santé de la population et la santé des individus. Puis le deuxième petit élément de question, je me demande toujours, je pense que, si je reprends aussi les termes de Jean-Pierre, que la population n'est pas un acteur. Les 5 ou 6 résolutions n'étaient pas les résolutions de la population, c'était les résolutions d'individus. La population, c'est une masse d'individus, mais ce n'est pas un acteur. Et les acteurs sont souvent beaucoup plus puissants que les raisons pour lesquelles les choix des individus ne se transforment pas en choix collectifs, c'est que les individus restent des individus et qu'il y a des acteurs qui ont des moyens d'action bien plus aiguisés que ceux des individus, qui valorisent des intérêts particuliers, par exemple les entreprises privées et ceux les bourses des actionnaires, et qui ne vont pas dans le sens de l'intérêt des individus. Donc, je pense qu'il faut faire attention il faut faire attention avec l'idée que la population est un acteur. La population n'est pas un acteur. Il y a des acteurs dans la population. Merci. Donc, je ne sais pas, Thomas, est-ce que vous voulez réagir un petit peu à ces questions, commentaires? Je trouve ça, c'est tellement essentiel cette conversation-là. Et puis, je peux vous le dire, parce qu'avec l'Association pour la santé publique du Québec, on rencontre une multitude de ministères. Et puis, c'est intéressant, on leur parle de santé, mais à chaque fois, on nous dit que ce n'est pas leur responsabilité. Et c'est là où c'est la plus grosse problématique. Quand on parle avec le ministère des Transports, sa responsabilité, c'est la qualité de vie de la population, c'est la santé de la population. Et puis, même comme vous le dites, André Répierre, la population, en fait, c'est son désir, c'est ce à quoi elle aspire de manière générale. C'est la raison pour laquelle on est ensemble de manière générale. C'est pour être en santé. Donc, jusqu'à quel point, en fait, là, il y a eu une perversion, en fait, de cette économie-là, ou alors il y a eu un contournement, en fait, de cet argent-là pour faire plus d'argent, pour rentrer, en fait, dans un moule qui est un moule très international avec, justement, en fait, tout ce qu'on appelle le PIB, PNB et toutes ces choses-là, alors que les indicateurs actuels, les indicateurs contemporains ne répondent plus, en fait, aux besoins de la population, ou plus de la même manière. Donc, moi, ce que j'ai trouvé fantastique avec ce qu'a dit Jean-Pierre par la suite, c'est qu'il y a des modèles qui existent. On sait innover, on sait se transformer, on sait faire les choses mieux, répondre davantage aux besoins. Après, où est-ce que ça bloque? Qu'est-ce qui fait en sorte, en fait, qu'on en est toujours à un même système comme celui-ci? Comment ça se fait que 20 milliards plus tard, on ait des soins qui soient moins bons? Parce que c'est ça, au final. Aujourd'hui, là, les soins, malheureusement, on est obligé de faire des choix. On ne les faisait pas auparavant. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire en fait pour essayer de transformer ce paradigme-là? C'est vraiment ça. Merci, merci beaucoup. Je vais dès à présent, si vous avez des questions, faites-moi signe, mais je vais déjà inviter des personnes dans la salle pour, si elles ont des questions à vous poser ou une contribution, ou peut-être la réponse à la question fondamentale de Thomas sur, et c'est effectivement un élément. J'ai une question dans la conversation que je vais vous lire, qui vient de Benjamin Drainville. Alors, peut-être que je me trompe, mais le service téléphonique du 811 ressemble beaucoup à ce qui est souhaité comme service de proximité en santé. Non. Point d'interrogation. Excusez, l'accent dans la phrase était mauvais. OK. Donc, cela m'amène à la question, comment les technologies pourront nous aider à répondre à nos défis en matière de santé ou pour le système de santé? Alors, je ne sais pas lequel d'entre vous a envie de répondre à ça, mais au fond, c'est la question de est-ce que la technologie pourra ou comment elle pourra nous aider? Peut-être pour commencer, mais après, je laisse la parole, bien sûr. Là. Ce qui est fantastique avec la technologie, c'est davantage en relation avec la donnée et la mégadonnée.
Moi, c'est comme ça que je le vois, là. C'est actuellement, en fait, la grosse problématique pour les décisions qui sont prises au Québec, c'est que les données sont tellement parcellaires, elles sont tellement en silo qu'on n'arrive pas, en fait, à les condenser, à les comparer, à les corréler et à prendre, en fait, des décisions qui vont être les décisions justes ou les bonnes décisions pour la santé de la population. Et j'ai l'impression en fait que justement avec les technologies, puis avec l'intelligence artificielle plus particulièrement, et même à travers des projets qui sont en train d'être mis en place actuellement par le ministère, on va avoir la possibilité, dans un premier temps, d'utiliser davantage les données et dans un deuxième temps, de mieux les utiliser. Donc, de prendre des meilleures décisions à l'avenir. Parce que, bien sûr, il y a des personnes qui parlent de technologie médicale à distance et toutes ces choses-là, mais la chose numéro un qui est le plus important en fait en matière de santé, c'est vraiment la donnée qui va permettre de savoir quel est l'état de santé de la population et comment on va justement mettre en place des politiques publiques qui vont orienter vers une meilleure qualité de vie. Merci. Est-ce qu'il y en a d'autres parmi vous qui, André-Pierre ou Jean-Pierre, qui... Oui, André-Pierre. Oui, c'est un peu la numérisation, toute la technologie autour de la donnée intelligence artificielle, ça fait partie des grandes forces dont je parlais tout à l'heure. C'est évident que c'est là, ça va continuer à se développer, on ne va pas passer à travers. Et alors là, moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose d'intéressant, puis Jean-Pierre en a parlé un peu tout à l'heure, quelque chose d'important, c'est que oui, il y a de la donnée, oui, cette donnée-là, elle peut fournir de l'information si elle est travaillée de façon cohérente, adéquate, bon, ainsi de suite. Mais en fait, pour qu'elle ait vraiment du sens, il faut qu'il y ait de la délibération. Et c'est là qu'il y a quelque chose de tout à fait intéressant. Je ne pense pas que l'intelligence artificielle arrivera à se substituer à du sens qui rentre finalement qui découle de la discussion de parties prenantes, de groupes autour d'enjeux particuliers. Et je pense que si on s'appuie trop sur la possibilité d'arriver et d'avoir des algorithmes qui vont nous définir quelles sont les priorités en santé et qui nous définiront aussi quelles seront les actions à entreprendre, je ne vois pas très bien qu'est-ce qui va rester de démocratique là-dedans. Qui contrôle la donnée, qui contrôle les logiciels, qui contrôle les façons par lesquelles on manipule l'information dans de l'intelligence artificielle. Et finalement, les citoyens individuels vont se trouver face à une donnée qui, au fond, n'aura pas de sens pour eux, ou risque de ne pas avoir de sens pour eux. OK, ben merci. Jean-Pierre, Oui, j'ai deux courts commentaires. La question, je rebondis sur ce que Claude André vient de parler pour la délibération. Il y a vraiment là un chantier refondateur, littéralement, parce que depuis des décennies, c'est pas ça, c'est l'autre extrême qu'on assiste actuellement dans le système de santé. Une approche, excusez le mot, là, de top-down, mais qui a été poussée à son niveau extrême, où les citoyens sont littéralement dépossédés, qui que ce soit est dépossédé d'influencer quoi que ce soit dans ce système-là. Donc, il y a vraiment un enjeu. Et j'espère que les cas que j'ai pu partager tout à l'heure de structures locales qui valorisent cette délibération ont pu stimuler des réflexions parce que ça reste quand même des forums où les gens peuvent échanger. Comme je disais, là, c'est l'approche des parties prenantes, donc être capable de mettre alentour de la table les différentes personnes concernées. L'autre dimension qu'il ne faut pas sous-estimer non plus, c'est l'énorme influence des enjeux commerciaux et financiers dans le système. Je l'ai dit, moi, ça fait des années que ça me préoccupe. Le fait qu'il y a de plus en plus de cliniques qui appartiennent à des pharmacies, pour moi, il y a là une base d'un conflit d'intérêts évident et on peut pas faire l'abstraction aussi de l'influence donc de l'industrie pharmaceutique. Puis je termine juste avec une petite citation que j'aime à faire, donc qui est le constat que le nombre de consultations médicales qui se terminent sans prescription est en chute libre, alors que c'est démontré que la prescription en soi n'est pas toujours la réponse à tous les enjeux. Donc, il y a vraiment quelque chose là sur lequel on ne peut pas prêcher par ignorance ou innocence. J'arrête là, Joanne. Merci, Jean-Pierre. J'ai Mireille qui a demandé la parole. Il y a aussi une question dans la discussion à laquelle je reviendrai après.
Donc, Mireille, si tu veux y aller. Bonjour Joanne, bonjour Bonjour. tout le monde. Je suis contente de vous voir et puis je vous remercie pour cette conversation tellement enrichissante et inspirante. Vous avez noté l'importance de la santé comme les attentes de la population. Hein. C'est comme si la valeur fondamentale, c'était la santé, c'était la chose absolue qu'on souhaitait. En premier lieu, pour laquelle on fait des résolutions que vous avez opposées à la question des enjeux économiques. Donc, on sait qu'on est en train de balancer les intérêts financiers aux intérêts de la santé. Donc, comme individu, on souhaite la santé. Comme individu, on souhaite être de plus en plus riche. Il y a quand même, si la population n'est pas un acteur comme tel, il y a quand même une autre dimension à la santé individuelle, à la richesse individuelle, c'est est-ce qu'on est disposé à la partager? Et comment cette santé-là est accessible à tout le monde, comment la richesse est accessible à tout le monde. Et je voudrais apporter une troisième dimension qui me paraît majeure. La santé, la richesse, c'est ce qu'on souhaite au début de l'année, hein, la santé, la prospérité, c'est la question de la convivialité. André Pierre a parlé de la proximité et la qualité de la relation qui n'est pas remplaçable par des machines. La qualité de la relation est un des fondements, pour moi, qui me paraît essentiel, même si je suis malade. Un des fondements, c'est la qualité des relations que j'ai avec les gens autour de moi, de l'affection, de l'amour. Et j'attire votre attention sur le second manifeste des convivialistes qui veulent reformuler le contrat social qui a été signé par 3 leaders au niveau mondial, donc Edgar Morin et Alain Caillé. Et je crois que cette dimension collective-là, d'être ensemble, d'être bien ensemble, d'être heureux ensemble, c'est indissociable de notre nature humaine. À mon avis, même plus important que la santé et probablement que la richesse. Merci. Ben, merci Mireille. Ceci dit, je ne sais pas si c'est plus important de la santé, mais c'est assez scientifiquement démontré que les relations sociales, plutôt la perception que l'on a de nos relations sociales, est liée étroitement on connaît, entre autres, l'étude longitudinale qui a été réalisée à Harvard pendant de nombreuses années, mais c'est lié étroitement à l'état de santé et à la longévité des personnes aussi. Mais c'est lié au contexte socio-culturel aussi qui nous parle des inégalités. La question que j'ai dans la discussion, ben, préparez-vous, j'espère que vous l'avez vu peut-être un peu avant, parce que si vous avez la réponse, on va être très, très, très content et contente de l'entendre. Est-il réaliste d'envisager un changement de système dans le sens des 3 présentations dans un horizon d'un prochain mandat électoral? Et il y a une sous-question, nommer les actions à prendre. Je vous laisse la parole. Je suis très heureuse de ne pas avoir besoin d'y répondre. André-Pierre, oui. C'est la question que tout le monde se pose, qu'on se pose, on ne peut pas se la poser. C'est la même question que l'on pose à propos de l'environnement. C'est-à-dire qu'on est placé devant une certitude que qu'on s'engage dans un cul-de-sac, et que l'issue de cette trajectoire va amener peut-être l'humanité à disparaître, ou en tout cas à être très largement affectée, et on ne fait rien à court terme, on ne fait rien dans le prochain mandat, dans les prochains mandats des différents gouvernements. La réforme des systèmes de santé, on parle de ceux du Québec, mais il suffit de regarder un peu ce qui se passe dans les différents pays autour de la Covid. On voit que les défaillances du système de santé québécois sont particulièrement visibles, mais elles se retrouvent en France, elles se retrouvent en Allemagne, elles se retrouvent en Suisse, elles se retrouvent en Angleterre, elles se retrouvent dans les autres provinces. Donc, on n'est pas dans un cas particulier. Les grandes forces qui pèsent sur ces systèmes, celles que j'ai identifiées tout à l'heure, elles pèsent aussi sur les systèmes des autres pays. Il faut quand même comprendre que les problèmes, par exemple, du niveau de rémunération des médecins au Québec et du mode de rémunération des médecins au Québec est un problème qui est fort, qui a empêché des transformations importantes et qui, en même temps, est associé au fait qu'on est très proche des États-Unis, qui sont le pire système de santé en termes André-Pierre, on est en train de perdre André-Pierre. J'allais justement, parce qu'il y a de nouvelles pendant que je l'espère se reconnaître.
OK. Pardon? André-Pierre, on a perdu un peu la connexion, donc on a perdu un peu. OK. Vous étiez. J'essaye une autre connexion. OK. Ben, le temps qu'il va essayer de la nouvelle connexion, il va avoir un petit délai. C'est normal. Ça va venir. Peut-être, moi, Joanne, je te proposerais de reprendre là-dessus, là, et puis André-Pierre pourra continuer si Oui, certain. Et puis, je pense qu'il parlait de c'est l'acte, plus excellente particulièrement de idée. la rémunération à l'acte. Ah, ben c'est bon, André-Pierre, vous êtes là, de retour? Oui. Oui, moi, je suis là. Mais est-ce que vous m'entendez? Oui. OK. Non, mais je parlais de la rémunération à l'acte des médecins et des niveaux de rémunération des médecins ici qui sont associés au fait que on est proche des États-Unis et que les États-Unis ont le système de santé le moins efficient du monde et donc qu'on hérite d'une certaine façon d'un manque d'efficience par notre proximité avec celui des États-Unis. Donc, et je sais pas, j'ai très peu d'espoir, mais en même temps, je ne peux pas croire que on va laisser on ne va rien faire, pas plus. Je ne peux pas croire qu'on ne va rien faire pour l'environnement et je ne peux pas croire qu'on ne va rien faire pour transformer les systèmes de santé, parce que si on ne fait rien, on va se retrouver avec des systèmes de santé complètement inéquitables, ce qui veut dire qu'on aura une santé, comme le disait un peu Jean-Pierre tout à l'heure, dans lequel les écarts entre les riches et les pauvres vont augmenter d'une façon considérable et il y aura une société complètement inéquitable qui ne ressemble pas à ce qu'était, si on veut, l'histoire et l'histoire culturelle du Québec, qui a toujours essayé, en tout cas depuis les années 60, de mettre en place des politiques qui étaient des politiques de solidarité et de redistribution des revenus. Donc, on en est là. Alors, mais par ailleurs, l'organisation politique, les mandats de 4 ans font en sorte qu'on peut très très bien ne rien faire, à condition de promettre au moment où on est élu qu'on va faire, et de 4 ans en 4 ans, on promet, on ne fait rien, et donc rien ne change. Je veux juste faire un lien tout de suite avec une remarque qui est dans la conversation à propos de la possibilité de rémunérer les médecins par capitation. De voir si c'est une possibilité au Québec, c'est parce que ça allait directement avec ce que vous étiez en train de dire, André-Pierre. Absolument. Oui, il faudrait rémunérer les médecins autrement qu'à l'acte, ça c'est absolument évident. Il n'y a pas un seul cadre supérieur de grandes entreprises qui est rémunéré à l'acte, ça n'a pas de sens. On est rémunéré en fonction d'une responsabilité. Alors, capitation, il y a toutes sortes d'autres façons d'imaginer les choses, mais oui, il faut abandonner très largement le paiement à l'acte et avoir un paiement qui soit un paiement global autour d'une responsabilité et non pas autour de la production d'actes. Ça, c'est le premier point de départ. Je ne suis pas sûr que le salariat soit bon, mais on pourrait parler de ça en détail, mais c'est sûr que tant qu'on est payé à l'acte, l'idée qu'on pourrait aboutir à des modèles comme celui dont parlait Jean-Pierre ne pourra pas se faire. Les médecins ne sont pas joueurs. SABSA a pu exister parce qu'il n'y avait pas de médecins dans les quartiers. La Pointe-Saint-Charles a existé parce qu'il n'y avait pas de médecins dans les quartiers pauvres et que c'est cette absence de médecins qui a permis l'émergence de modèles autres que celui qu'on a d'habitude. Donc, tant que les médecins seront payés à l'acte, l'idée qu'on puisse avoir des groupes de professionnels qui vont pouvoir délibérer, travailler ensemble de façon conviviale ne pourra pas se faire. Il n'est pas possible de collaborer de façon conviviale quand une personne gagne 10 fois plus que l'autre, ça ne marche pas. Okay. Donc, est-ce que une première action ou quelles seraient les actions, ce serait de voter pour des gouvernements qui proposent de changer le système de paiement des médecins? Parce que je reviens à la question. Le mode de changement des rémunérations des médecins, c'est pas le but d'une réforme, c'est une nécessité pour faire une réforme en profondeur qui permettrait de réorganiser des soins de proximité qui seraient faits en collaboration avec des médecins et des non-médecins sur une base locale, un peu dans le sens de la présentation de Jean-Pierre. Ouais. Je ferai, et il y a une interruption, transition sont 2 éléments. D'une part, il y a des médecins qui sont plutôt en faveur de ce changement-là et c'est
ce sont des médecins qui travaillent dans les coopératives, entre autres dans celle dont Jean-Pierre parlait. Et aussi, je soulignais que quelqu'un dans la conversation nous souligne qu'on a beaucoup parlé de santé, mais on n'a pas parlé du volet services sociaux de ce ministère non plus, qui peut-être devrait être, surtout quand on parle des différents ministères en particulier, là, je pensais. Là, Thomas, vous aviez nommé que vous aviez une question, puis il y a Jean-Pierre qui a levé la main aussi. Je pense que Jean-Pierre voulait rebondir sur ce que disait André-Pierre par rapport à l'acte. C'est bien oui, ça? Thomas, très, très rapidement. C'est ça, je reviens tout à l'heure quand j'ai parlé du nombre de consultations médicales là, qui se terminaient sans prescription. Là, je faisais référence à un auteur très connu des années 70. Là, un trou de mémoire, c'est le plaisir de vieillir. Donc, je parlais de Ivan Illich et son fameux Némésis médical, qui pour moi est une lecture absolument incontournable si on veut comprendre le contexte dans lequel on est, des éléments qui ont été soulevés tout à l'heure. Mais il y a une autre composante par rapport au mode de rémunération des médecins. Il faut regarder aussi l'élargissement des actes de d'autres professions, et c'est ce que j'ai essayé d'attirer l'attention aujourd'hui avec le cas de SABSA, donc des infirmières praticiennes qui font de la démonstration d'une intervention très efficace au premier degré, donc au niveau des services de santé primaire. Je me répète, mais il y a seulement 5% des actes qui nécessitent une intervention d'un médecin, ce qui est quand même assez évocateur, tant qu'à moi, vis-à-vis cette situation-là, en tout cas de la réorganisation de notre système de santé. L'autre remarque très, très courte, pour revenir à la question de quelqu'un que je connais, celui qui l'a posé, Régent Laflamme, que je salue par la même occasion, cette notion de crise renvoie, quand on fait l'étymologie du mot, à la notion de changement. Donc, moi, mon espoir, qui peut être un peu cynique selon la façon qu'on le voit, c'est de dire que si la situation s'aggrave et que vraiment il y a une prise de conscience collective de cette crise, bien, ça interpelle le changement. Maintenant, est-ce que ce changement-là doit être uniquement dans les mains de nos élus? Moi, je pense que la question est trop importante pour laisser ça dans les seules mains de nos élus. Là. Ça me préoccuperait beaucoup. Voilà, Thomas, je te laisse. Oh, ben c'est parfait. Je suis tout à fait d'accord en fait que on est dans une situation préoccupante et puis tout le monde doit trouver une solution par rapport à ça. Il n'y a pas qu'une seule personne en fait qui est maître du bateau, et puis c'est pas parce que justement Dr Arruda a donné sa démission aujourd'hui que la Covid n'existe plus. Puis si c'était ça, c'était une déviation. C'est pas ça la question en fait. Moi, ce que je trouve très intéressant en fait, c'est qu'actuellement en fait, on est avec un système qui vient à son épuisement, et que si on ne fait pas des modifications maintenant ou dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois, on n'est pas avec un système qui va durer pour les prochaines années. Puis on le voit très très bien aller. Là, on représente quasiment 50% des dépenses du gouvernement. Si on augmente ces dépenses-là, on va commencer en fait à diminuer les dépenses qui vont être mises en éducation. On va commencer à diminuer les dépenses qui vont être mises en infrastructure. On va diminuer les dépenses qui vont être dans d'autres endroits. Et on ne pourra pas faire ce choix-là. Comme le disait Madame Tremblay, la population fait des choix aussi, puis il y a des choix qui sont plus importants que d'autres, mais on ne pourra pas faire ce choix-là. Pour revenir à ce que vous disiez, Joanne, justement, la partie sociale du ministère de la Santé et des services sociaux, à ce moment-là, peut être extrêmement importante. Et puis, je pense que Jean-Pierre, justement, dans ce modèle qui est créé aussi, en fait, les services sociaux sont essentiels, justement, pour un service de proximité, pour parler de santé mentale, pour parler d'une multitude de thématiques qui sont urgentes à aborder aujourd'hui. Et puis, le tissu social, le tissu des organismes à but non lucratif sur le terrain est essentiel. Et si, justement, en fait, la pandémie les touche énormément, en fait, c'est que justement, ils sont en proximité avec une multitude de publics desquels on parle très, très peu dans l'actualité et qui pourtant, en fait, sont touchés par la situation actuelle. Donc, ce système de santé, il va être, le système social, il est essentiel à mettre en valeur pour les prochains mois ou pour les prochaines années. L'autre chose qui va être essentielle, c'est un investissement majeur. Et quand on parle de majeur, en matière de prévention, et pas sur 4 mois, pas sur 6 mois, sur les 15, 20 prochaines années. Et c'est un investissement, en fait, qui va devoir se faire avec le soutien de la population, avec le soutien de fondations, avec le soutien de richesses qui sont déjà présentes au sein du Québec et qu'il va falloir mettre à contribution de notre côté. Si on ne fait pas cet investissement aujourd'hui, ça nous coûtera 10 fois plus cher demain.
ça nous coûtera 100 fois plus cher dans 10 ans. Et au final, en fait, le système, on ne pourra pas répondre. Ça ne sert à rien de parsemer cet argent-là. Hein. À un moment, il va falloir mettre le point sur la table et puis dire, on met cet argent-là aujourd'hui et cet argent, il va servir justement pour ne pas avoir à le dépenser dans 10, 15, 20 prochaines années. Mais on est dans la même question, en fait, que la question environnementale. Et c'est ça qui est extrêmement difficile. Hein. C'est qu'on est parfois dans le déni ou parfois, en fait, l'économie nous rattrape. Donc, il va falloir faire des choix. Mais les choix, c'est aujourd'hui qu'il faut les faire. Et justement, on est dans cette année qui est vraiment charnière avec les nouvelles élections qui s'en viennent et avec des promesses qui vont devoir être tenues en matière de qualité de vie de la population. Je vous demanderais peut-être, justement, Thomas parle de faire vraiment des changements qu'il faut faire maintenant parce qu'on est rendu à un point. Comment, et Jean-Pierre nommait qu'il ne voudrait pas laisser ça seulement dans les mains des gouvernements, qui devrait agir? On n'est pas les seuls, vous êtes là à parler de ces enjeux. Il y a des infirmières dont la voix peine à se faire entendre. Si vous avez lu l'article Don't Look Up en version infirmière dans la presse de cette semaine, il y a plein de groupes sociaux et probablement la majorité des personnes qui sont en ligne aujourd'hui, plein de groupes sociaux qui voudraient justement qu'on adopte une perspective différente sur la santé. Il y a les solutions autour de la santé de proximité reviennent constamment. Reviennent aussi, je pense, l'exemple de Jean-Pierre sur l'idée qu'il y a absolument moyen d'aider à garder les personnes en santé sans qu'elles aient à passer par tout un système médical ou de recevoir des traitements réservés seulement à une couche des professionnels de la santé. Qu'est-ce que vous imaginez? Est-ce qu'il y a un mouvement qui devrait se mettre en place de manière plus organisée, plus explicite? Est-ce que c'est plutôt des actions qui sont diverses? Je ne sais pas, peut-être Thomas, en tant que directeur de l'Association de santé publique du Québec, qui est quand même un pôle à cet égard-là, il y a peut-être des idées qui peuvent émerger. Oui. Complètement. On est déjà en fait dans cette conversation-là. Hein. La conversation en fait des organismes sur le terrain qui se rendent compte à quel point on est dans une situation fragile et qu'il faut qu'on se serre les coudes justement pour trouver des solutions ensemble. On est déjà là-dedans. Après, encore une fois, comme vous disiez, Joanne, est-ce que la voix est entendue et est-ce que les réalités sont là? On a des exemples extrêmement clairs actuellement. On a des personnes qui parlent d'environnement et puis on promet un troisième lien. Est-ce qu'on écoute ou est-ce qu'on n'écoute pas? Et à quel niveau, en fait, à quel moment, en fait, l'écoute, elle va devenir impardonnable? Ça fait des mois et des mois qu'on demande des tests de dépistage rapide au Québec. Et puis là, aujourd'hui, on se rend compte que justement, on n'a plus de tests PCR qui sont à disposition d'une partie de la population. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Est-ce qu'on écoute ou est-ce qu'on n'écoute pas, en fait, les spécialistes sur le terrain? C'est triste, hein, parce qu'on est vraiment dans un scénario Don't Look Up. Vraiment dans un scénario Don't Look Up. Et puis, on se pose la question aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit faire pour y arriver? À quel niveau? Est-ce qu'on a besoin de plus de personnes qui décèdent? Est-ce qu'on a besoin de plus de personnes malades? Est-ce qu'on a besoin d'émissions complètes en fait, de personnes du système de la santé pour qu'on réalise à quel point on est dans une situation qui devient une impasse? C'est extrêmement triste. Et puis, je pense qu'en fait, une conversation comme celle qu'on a aujourd'hui permet de sensibiliser des personnes. Et puis, si on met tous nos efforts dans ces conversations-là, on va arriver à trouver quelque chose, une solution. C'est certain. Merci Thomas, et ça va me servir de conclusion parce qu'on arrive à l'heure dite pour la fin du webinaire et en général, on le voit bien parce qu'il y a des personnes qui s'en vont parce qu'elles ont d'autres obligations. Mais je tiens beaucoup à vous remercier pour cette conversation et je reprendrai l'idée que Thomas vient de dire. Le fait d'avoir ces conversations fait partie
en tout cas, d'un cheminement vers la solution, du moins à l'ISS, on l'espère. Je vais aussi souligner, j'ai souligné la présence d'une ancienne directrice et j'ai complètement oublié de souligner la présence d'un ancien directeur, Michel Lestac, que tu vas me pardonner de n'avoir pas fait ça. C'est la capacité de la fille à regarder le nombre de petites boîtes en même temps qu'il faut accuser. Mais donc, ça fait partie de ce qu'on peut faire avec un institut en santé dans une université ou en santé et société. Le nom de l'institut n'est pas par hasard. J'espère qu'on va continuer à avoir d'autres conversations. Je vous disais tout à l'heure qu'on espérait pouvoir avoir une autre rencontre bientôt sur ces thématiques, mais bon, les personnes très au cœur de ces problématiques sont aussi des personnes très débordées actuellement. Donc, on verra si ça peut fonctionner. Encore une fois, merci beaucoup. Et je rappelle à tout le monde que la séance a été enregistrée. Donc, si vous voulez réentendre ou partager avec d'autres, vous allez recevoir le lien. Toutes les personnes inscrites vont recevoir le lien. Et bien sûr, si vous ne l'êtes pas déjà, vous devez vous abonner à l'infolette de l'ISS. Il faut quand même que je fasse mon petit topo publicitaire de fin de rencontre. Et peut-être quelques mots rapides, messieurs, avant que nous quittions. Merci pour l'invitation, Joanne. Et seulement, je ne vois pas de solution qui ne passerait pas par le politique. Hein. Donc, il va falloir que ces discussions, ces délibérations convergent et puis soient véhiculées par un parti politique, parce que sinon, rien ne va se passer. Au moins à court terme. D'accord. Merci, Joanne. Merci. Excuse-moi, j'étais une seconde distraite. Je lisais tous les petits remerciements que vous avez reçus dans la conversation. Et merci à Kate aussi, qui me remercie pour l'animation, mais moi, je la remercie pour tout le soutien. Vous ne l'avez pas vu aujourd'hui. Est-ce que j'ai le droit de dire pourquoi? Parce qu'elle a la COVID et les enfants à la maison. Alors, elle a décidé qu'elle ne voulait pas ouvrir sa caméra, mais elle est là. Encore, toujours. Alors, moi, c'est une équipe, en tout cas, je suis très heureuse de l'avoir comme partenaire. Je tiens à le souligner chaque fois. Merci encore à tout le monde et à notre prochaine rencontre de l'ISS. Bye. Bye.